Et merci pour l'invitation qui m'honore, bien sûr. Enfin, je suis très heureux d'être là. Je vais vous parler d'un thème que vous connaissez sans doute, vous en avez entendu parler, en particulier depuis que Benoît Hamon était le malheureux candidat aux dernières élections présidentielles du Parti socialiste. Et en effet, il portait cette idée d'un revenu universel. Donc moi, ce que je vais faire, je vais commencer par définir ce que moi j'entends par revenu universel. Et puis, proposer comme alternative l'idée d'un travail pour tous, qui est au fond l'alternative classique de la gauche, c'est que tout le monde puisse avoir un travail. Donc là, on est dans un cadre idéologique plutôt à gauche. Je dirais que ce sont les deux alternatives de politique publique de combat à la pauvreté au minimum d'épanouissement personnel, au moins pour les plus défavorisés de la société. Donc classiquement, euh, un travail, c'est ce que la gauche propose. Et ensuite, on a cette alternative qui est le revenu universel, qui, soi-disant, serait une meilleure alternative à l'idée d'obliger au fond les gens à travailler, ou de donner l'opportunité aux citoyens de travailler s'ils n'ont pas eu l'occasion de trouver un travail dans le privé. Donc l'État aurait l'obligation, pour des raisons de justice politique, de, de fournir aux citoyens cette possibilité de pouvoir travailler et coopérer et de donner quelque chose à la société. Donc, ce que je vais défendre, c'est que je suis convaincu que théoriquement, idéologiquement, théoriquement, philosophiquement, en philosophie politique, les arguments en faveur de l'idée de rendre le travail comme une politique publique juste, donc le travail obligatoire, on va dire, et me semble une alternative théoriquement plus forte que l'alternative du revenu universel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a des arguments très intéressants, très, très forts, impossibles à rejeter, qui font que cette alternative du travail pour tous est plus convaincante théoriquement, mais dans la pratique, ça ne marche pas au fait. C'est ce qu'on essaye de faire avec le RSA, avec le revenu garanti. On fait ça depuis 30-40 ans et les résultats ne sont pas brillants et ça ne marche pas aussi bien que ça pourrait marcher. Donc, et donc c'est pour ça que je pense qu'on ne perdrait rien à essayer l'alternative du revenu universel à condition d'avoir beaucoup de précautions et de ne pas en faire une panacée. Donc mon argument est ça, voilà. Théoriquement, c'est plus juste de permettre à chaque citoyen de travailler, mais dans la pratique, vu que ça n'a pas bien marché, soit on continue à répéter cette politique, soit on essaie quelque chose de nouveau. Et ma position personnelle, c'est qu'on peut très bien faire les deux. Ce sera ma conclusion. On peut à la fois permettre aux citoyens de travailler s'ils le souhaitent et en même temps leur donner la possibilité d'avoir un revenu universel s'ils le souhaitent aussi. Je ne sais pas, ça doit coûter une fortune, mais en tout cas, idéologiquement, on peut joindre les deux. Ce n'est pas deux théories incompatibles. En tout cas, dans la pratique, pas du tout. Alors, je vais commencer par définir ce que j'entends par revenu universel. Et déjà, j'ai un problème avec la dénomination qu'en France, on a utilisée de universel. Parce que je ne pense pas du tout que ce soit le cœur de l'idée. Parce que universel, on a déjà beaucoup de choses universelles. D'ailleurs, le RSA peut être vu comme un revenu universel. Et d'ailleurs, il va bientôt s'appeler en France un revenu universel d'activité. Justement, c'est très cohérent. Universel, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de discrimination. Ou encore, de manière peut-être un peu plus technique, mais pas de discrimination dans le sens où tout le monde a le droit à avoir accès à ce revenu si les conditions font qu'il doit avoir cet accès. Mais on a déjà un accès universel à la santé, on a déjà un accès universel à l'éducation. L'universalité, là, ce n'est pas la nouveauté théorique. Et c'est pour ça que je serais plutôt partisan d'appeler ça un revenu inconditionnel, parce que c'est l'inconditionnel qui est le cœur de l'idée. Sauf qu'un conditionnel, ça passe moins bien au fait, parce que c'est justement ça qui pose problème. Et c'est pour ça que probablement pour des raisons stratégiques,
peut-être parfois pas tout à fait consciente, l'expression revenu universel passe mieux, elle est utilisée davantage, et même d'ailleurs à droite, quand des hommes politiques ou des femmes politiques défendent le revenu universel à nouveau, c'est toujours universel qu'ils utilisent parce qu'ils savent très bien que c'est compatible avec une politique pour aider seulement les plus démunis et pas pour émanciper tout le monde s'ils le souhaitent, même les gens qui travaillent. Alors, bon, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais je vais poursuivre. Donc, au fait, le cœur de l'idée, c'est l'inconditionnalité. Et quand on dit qu'un revenu doit être universel dans le sens où il ne doit discriminer personne et tout le monde peut avoir droit, accès à ce revenu, au fait, on est en train déjà de proposer une définition d'inconditionnel. C'est inconditionnel dans le sens où c'est universel. Donc au fait, il s'agit d'un revenu qui est en conditionnel en trois sens. Il est universel, donc tout le monde y a accès. Il est individuel et pas donné en fonction du foyer fiscal, ce qui est le problème de beaucoup de ce type de revenus, c'est qu'ils sont distribués en fonction de la situation fiscale de la famille. Et donc, ce n'est pas individuel, et donc, après, ça peut avoir des conséquences négatives. Donc, ça, c'est une nouveauté ici, le fait qu'il soit individuel. Mais le cœur de inconditionnel, c'est libre d'obligation. C'est ça qui pose problème dans l'inconditionnel. C'est que ça n'oblige à rien. Le citoyen reçoit un revenu tout simplement parce qu'il est citoyen, il fait partie de la communauté, il est né dans cette communauté, il a un droit inconditionnel dans le sens où il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit, et en particulier de travailler, ou de suivre une formation, ou de montrer qu'il est au fond un bon citoyen. On ne lui demande rien en retour. Et c'est ça qui pose problème, et c'est ça qui me pose problème aussi. Et ma position, c'est que moralement, ce n'est pas tout à fait acceptable que les gens reçoivent des choses sans donner rien en retour. Et c'est ça qui fonde, qui est derrière l'idée d'un travail pour tous. C'est ça l'idée forte derrière. Il faut que les citoyens puissent, par le travail, contribuer à l'aventure commune du contrat social, de la société dans laquelle ils vivent. Et voilà. Et après, un dernier petit détail, c'est que le revenu universel ou inconditionnel, à présent, libre d'obligation, devrait être d'un niveau suffisant pour que les gens puissent avoir une vie digne. Enfin, mais après, c'est un détail concernant le financement. Donc, une fois éclairci le sens de ce qui est derrière le revenu universel, c'est-à-dire l'inconditionnalité au sens de ne pas obliger les gens à donner quoi que ce soit en retour, vous pouvez déjà prendre position. Est-ce que ça vous semble raisonnable? Est-ce que ça vous semble injuste? Et donc, je développerai dans quelques minutes cette problématique, mais je voudrais maintenant nous situer d'abord sur les raisons pour lesquelles on en parle autant. Donc il y a des raisons qui viennent d'un peu partout. Des raisons qui viennent de la Silicon Valley, il y a des raisons qui viennent des post-marxistes, il y a toutes sortes d'idéologies qui sont derrière cette idée, et donc toutes sortes de mouvements politiques qui sont derrière cette idée, d'où la grande difficulté à trouver une coalition politique suffisamment ample pour mener ça à l'application, mener l'idée à la réalisation. Donc, la première raison, en tout cas, c'est celle qui me semble la plus importante pour moi, pourquoi on parle du revenu universel, c'est que ça peut être un outil très efficace pour lutter contre la pauvreté, l'extrême pauvreté, parce que les outils qu'on a ne sont pas très efficaces. En France, par exemple, en Europe, entre 30% et 70%, ça dépend des pays. En France, c'est 30%, en Bulgarie, c'est 70%. Des personnes ayant droit à un RSA ne le reçoivent pas parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés. Et donc, c'est un problème que 30% des Français qui ont droit, à cause de leurs conditions économiques, à un RSA,
n'aient pas accès à lui, ne le reçoivent pas. Donc, comment on fait pour éliminer cette injustice? Et donc le revenu universel, il élimine tout de suite, parce que tout le monde a droit de manière inconditionnelle. Il ne faut pas aller à des entretiens, il ne faut pas faire pas faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est, à mon avis, la raison la plus importante, qui pour moi est la plus importante. S'il s'avère que le revenu est beaucoup plus efficace que les alternatives pour lutter contre la pauvreté, alors il faut l'essayer. Il faut, indépendamment du fait que ce soit injuste, que certains reçoivent sans rien donner en retour, par exemple. Parce qu'on ne va pas demander aux plus démunis d'entre nous de donner quoi que ce soit en retour. Peut-être qu'ils n'en sont même pas capables. Il faut d'abord s'attaquer au problème de leur pauvreté et ensuite on peut leur demander de faire quelque chose en retour. Une autre raison pour laquelle on parle beaucoup du revenu universel, et cette raison-là vient plutôt des gens qui font les machines et les robots, c'est le problème du chômage technologique. Il y a toutes sortes de rapports effrayants produits par des centres de recherche à Oxford, un peu dans ces centres-là, qui prédisent que dans les prochaines décennies, on aura vraiment des taux de chômage extrêmement élevés à cause des robots, de la mécanisation de beaucoup des emplois actuels. Ça, bien sûr, ça arrange beaucoup les gens qui font les machines. Et bien sûr, ils ont cet agenda-là parce qu'ils ont besoin ensuite de consommateurs. S'il n'y aura plus de travail, ils auront besoin quand même que les gens achètent leurs machines. Et donc, à mon avis, c'est cette raison-là qui explique en partie l'intensité médiatique de la chose. Enfin, comment ça se fait qu'on en parle tellement à des moments donnés? Je pense qu'il y a là une idéologie libérale, capitaliste qui est derrière et qui sert ces intérêts-là. Donc il faut, quand on parle du revenu universel, justement, il faut essayer de voir d'où ça vient, quelle est l'idéologie qui est derrière, qui est en train d'en parler et pour quelles raisons. Et qui d'ailleurs explique beaucoup de résistance à l'idée de la part de la gauche. Parce que là, on voit bien d'où ça vient et quel est le type de société que ces gens-là veulent créer. C'est-à-dire d'un côté, très peu d'employés, et de l'autre, des gens qui ne travaillent plus parce qu'il n'y a plus de travail, mais qui au moins ont assez d'argent grâce au revenu universel pour acheter des petites machines. Et donc ça, c'est une sorte de dystopie qui est inquiétante et qui justifie la résistance à gauche en particulier à cette mesure. Une troisième raison, celle-là est très intéressante, la plus philosophique, est que le revenu universel permet de repenser notre rapport au travail. Et là, ça vient au fait de l'école marxiste, de l'utopie communiste, d'après laquelle, au fond, notre travail, notre emploi devrait correspondre exactement à nos aspirations. Et donc le revenu universel, là, il s'inscrit comme un outil qui permet à chacun, grâce à cet argent distribué de manière inconditionnelle, de s'engager dans des activités où la personne se sent le plus épanouie. Et cette raison-là est la plus profonde, au fait. C'est le fait de dissocier travail et emploi et de considérer que quoi qu'on fasse, même se balader, enfin, n'importe quelle activité qui nous plaise, mais peut être payé. C'est un outil d'émancipation existentielle intéressant. Mais le problème, c'est que ça peut être injuste, évidemment. Mais ça, c'est, à mon avis, ce qu'il y a de plus profond derrière l'idée du revenu universel, même si pas nécessairement ce qu'il y a de plus efficace, même si la lutte contre la pauvreté me semble beaucoup plus importante. À la fin de l'histoire, si le revenu universel permet, dans une société d'abondance, que tout le monde puisse faire ce qu'il souhaite vraiment, que tout le monde ait l'emploi qu'il veut vraiment, grâce au revenu universel, alors c'est une utopie intéressante, ce n'est pas une dystopie. C'est une société où il y aura beaucoup d'épanouissement, beaucoup moins de tension, beaucoup moins
de jalousie. Enfin, une quatrième raison, celle-ci un peu plus classique, c'est qu'on peut regarder le revenu universel comme un instrument de déplacement de richesse et donc comme un instrument pour lutter contre les inégalités galopantes. Donc finalement, il s'agit d'une immense opération d'aller chercher chez les 20% plus riches et de les redistribuer aux autres, comme tant d'autres politiques classiques de l'État social. Donc c'est un instrument de plus. Et ça aussi, ça peut être une raison pour l'appliquer, cette idée. Une cinquième raison, ce serait de considérer le revenu universel comme un moyen très efficace de simplifier la bureaucratie. Et ça, c'est encore une fois, c'est l'idéologie libérale, mais pas dans le sens péjoratif du terme, qui est derrière ça, c'est-à-dire un État efficace, le moins bureaucratique possible, puisque les gens reçoivent automatiquement cet argent, sans faire aucune démarche, ou très peu de démarches. Il est vrai que c'est peut-être un mythe, puisque finalement, même en admettant qu'un jour on aura un revenu universel en France, ça n'éliminera pas beaucoup de prestations sociales, évidemment, puisqu'il y aura toujours des personnes avec des besoins supplémentaires et il faudra corriger ces injustices par d'autres moyens. Et donc, je pense que c'est un rêve libéral de simplification, mais qui ne correspondra pas à la réalité si un jour cette mesure est appliquée. Voilà alors pour les raisons, peut-être que vous en avez d'autres, j'en ai parlé de 5, mais il y en a peut-être bien d'autres, qui expliquent qu'on en parle tellement, on en parle quand même beaucoup. Tous les 3 mois, il y a des nouvelles, il y a une expérimentation ici, une autre là-bas, quelqu'un de connu qui défend la mesure. Je ne sais pas où en est le débat en France. Je pense que la chose a été un peu... on n'en parle plus tellement depuis que Benoît Hamon... mais en même temps, le revenu universel d'activité, ce sera peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Et j'ai vu qu'il y a quelques semaines... Emmaüs, la Ligue des droits de l'homme, d'autres associations ont publié un texte dans Mediapart, c'est ça ? Non, Mediapart, ouais. Où justement ils sont contre le revenu, ce projet de revenu universel d'activité, parce qu'ils estiment que ça peut empirer davantage le sort des plus défavorisés. Et ils défendent en alternative des mesures pour aller dans le sens d'un revenu inconditionnel, au sens libre d'obligation. Et donc, à mon avis, ce n'est pas fini, ça va revenir bientôt à partir du moment où ce revenu universel d'activité va commencer à se réaliser. Alors, voilà pour les raisons. Je voudrais passer maintenant à l'opposition entre donc, le revenu inconditionnel et l'idée d'un travail pour tous, ou l'idée que un État juste, doit avoir comme obligation de garantir un emploi de dernier recours, comme dernier recours aux citoyens si le marché privé ne le permet pas. Et donc, ce que je vais utiliser, c'est 2 références philosophiques en philosophie politique qui me semblent importantes, mais il y en a tellement d'autres qui permettent de justifier cette idée-là et le revenu universel. Donc du côté de l'emploi comme dernier recours, l'État comme employeur de dernier recours, je trouve dans le philosophe américain John Rawls, qui a écrit en 1971 La théorie de la justice, un livre extrêmement commenté, débattu, bien au-delà de la frontière de la philosophie politique, et traduit en France aussi depuis de nombreuses années, et connu aujourd'hui aussi en France par l'intelligentsia française, et souvent pas très bien reçu parce que justement considéré comme une sorte de cheval de Troie du libéralisme, alors que c'est tout le contraire. Enfin, je trouve dans la théorie rawlsienne, dans sa théorie de la justice, une théorie extrêmement, même socialiste au fait, où la théorie ouvre la porte à rendre public les principaux moyens de production. Donc c'est pas libéral ça.
Enfin, c'est pas libéral dans le sens qu'on peut comprendre ce terme en France. C'est libéral, mais très à gauche, libéral socialiste. Et, et donc, au fait, cette théorie de John Rawls, il a appelé tardivement dans son dernier livre la justice en tant qu'équité, où il revient un peu sur sa théorie et il dit que oh là là, j'aurais dû être beaucoup plus clair dans mon livre de 1971 que ma théorie est à gauche, c'est quoi, pourquoi les gens pensent que je suis à droite. Et au fait, ma théorie, elle est incompatible avec l'état social capitaliste, qui est bon, notre état social, et elle est seulement compatible soit avec le socialisme, soit avec ce qu'il appelle la démocratie de propriétaire, qui au fait est une théorie défendue depuis les premiers républicains, mais en théorie, mais dans la pratique, au fait, défendue par des gens aussi adorables que Margaret Thatcher et David Cameron. Et c'est comme ça que Thatcher a gagné les élections en Angleterre. Elle disait, voilà, nous allons créer une grande démocratie de propriétaires. Donc c'est une idéologie qui théoriquement est très à gauche, très ancrée à gauche. C'est Rousseau, enfin. Mais dans la pratique, curieusement, ça a été utilisé comme un cheval de bataille idéologique du néolibéralisme. C'est vraiment l'idée que chaque citoyen doit être propriétaire de quelque chose pour pouvoir participer à cette grande société, cette good society des Anglais. Mais bon, dans le sens où Rawls la défend, c'est une idéologie ancrée dans le républicanisme de gauche classique. Et donc, Rawls, il a dit que non, que le revenu universel, c'est injuste. Enfin, il a écrit très clairement qu'il n'y a pas de free lunch pour les surfeurs de Malibu. Enfin, que c'est injuste que certains citoyens puissent recevoir un revenu sans donner quelque chose en retour. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette vision qu'une société juste doit être une entreprise collective, où chacun doit donner à la société dans la mesure de ce que la société lui donne à lui et dans la mesure de ses capacités aussi. Et cet argument est très puissant. C'est le fondement du contrat social, au fait, d'une société de citoyens libres et égaux. C'est le sens noble de ce que veut dire liberté et égalité. C'est lorsque même les plus démunis ont quelque chose à donner à la société. Et c'est pour ça qu'on leur demande de suivre des formations, aller à des entretiens, et éventuellement, si après 2 offres de travail raisonnables, comme c'est écrit dans le projet de Macron concernant le revenu universel d'activité, s'ils refusent, peut-être qu'ils le perdront, ce revenu conditionnel, ce qui est quand même incroyable. Mais c'est le problème, c'est la logique, c'est que si le citoyen n'arrive pas à donner quelque chose en retour, alors peut-être que le résultat final, c'est vraiment lui enlever la possibilité de recevoir un revenu et il peut mourir de faim, quoi. Et c'est ça qui est étrange parce que normalement, une théorie de gauche ne peut pas permettre que cela arrive, mais si on veut être cohérent avec cette exigence de réciprocité, cette idée d'une société où tout le monde doit coopérer parce qu'on est tous dans le même bateau, il n'y a pas de hiérarchie, on est tous égaux, alors si le citoyen refuse, il va falloir prendre des mesures. Et donc dans ce livre, Rawls dit que non, que c'est injuste et que par conséquent, ce qu'il faut proposer, c'est exactement un travail pour tous. L'État a l'obligation de trouver aux citoyens un travail. Bon, et donc moi je pense que c'est ce qui justifie cette idée que chaque citoyen doit pouvoir travailler, c'est vraiment une idée forte de coopération et de solidarité. C'est un des sens de ce que veut dire fraternité ou solidarité, c'est ça, c'est que chacun doit pouvoir donner quelque chose. Et j'ai vu récemment qu'il y a un sociologue français, Bernard Friot, qui défend un salaire à vie, par exemple, c'est comme ça que ça s'appelle, et qui est parfois confondu d'ailleurs avec un revenu universel, mais je pense que ce serait plus correct de ne pas le confondre du tout, parce que c'est un salaire à vie qui qui part de l'idée que le citoyen est capable de participer. Donc, il doit avoir un salaire à vie, mais bien sûr en travaillant.
Évidemment, après, il y a une grande ouverture des activités qui peuvent rentrer dans le travail, même dans la théorie de ce sociologue Bernard Friot. Bon, il y a évidemment, plein de théoriciens qui tournent autour de cette idée de réciprocité. Pour moi, Rawls me semble très utile parce qu'il est très systématique. C'est une vraie cathédrale, sa théorie. Et on peut trouver beaucoup d'arguments pour renforcer cette idée. Que je ne vais pas évidemment vous fatiguer avec ça. Mais d'un autre côté, donc, pour la défense du revenu universel, on a la théorie du philosophe belge Philippe van Parijs, qui écrit depuis 91, depuis les années 80 même, 90 aussi. Il a écrit un livre qui s'appelle Liberté réelle pour tous, et où il dit que il fait du revenu universel le pivot de sa théorie, et il défend que le revenu universel est un instrument idéal d'excellence pour atteindre l'égalité des chances de tous, pour qu'ils aient la liberté de vivre comme ils le souhaitent, pour que les citoyens puissent avoir une liberté réelle de vivre la vie qu'ils veulent. Et donc, une égalité pour vivre, égalité des opportunités, égalité des chances pour vivre la vie que l'on souhaite. Et la justification qu'il peut donner pour avancer cette idée-là repose sur une théorie plus individualiste. Au fait, Philippe van Parijs est considéré comme un libertaire de gauche, et pas un libéral socialiste. C'est-à-dire que le fondement, c'est quand même l'individu. Son idée, c'est que chaque citoyen, seulement parce qu'il est un individu qui est né dans une société, a le droit, sans rien faire, de recevoir une partie des richesses que la société a produit et que les générations précédentes, depuis la nuit des temps, ont produit. Donc, au fond, nous, on hérite des générations précédentes toute cette richesse et découvertes technologiques. Et le partage de cette richesse doit être fait de forme à garantir l'égalité des chances pour avoir une vraie liberté, une liberté réelle, pour que chaque citoyen puisse avoir une liberté réelle. Et le citoyen n'a rien à donner en retour, c'est un droit inconditionnel. Et donc maintenant, vous pouvez aussi vous situer. Est-ce que vous pensez que c'est plus raisonnable de considérer que par naissance, nous avons certains droits inaliénables, comme le droit à recevoir une part des richesses, quoi qu'on fasse, ou bien vous pensez que c'est plus important de dire que dès la naissance, nous avons l'obligation, nous avons des droits certes, mais l'obligation aussi de contribuer à la société, de donner quelque chose en retour. Voilà, donc au fond, il y a une métaphysique de l'individu qui est derrière. En dernière instance, c'est ça, c'est l'idée qu'on peut se faire de ce que nous sommes, quel type d'entité nous sommes. Essentiellement un individu, une sorte d'atome, où ce qui compte le plus, c'est notre liberté individuelle et notre épanouissement, ou bien nous avons besoin de la société nécessairement, de la participation, de la coopération pour pouvoir recevoir quelque chose. Voilà pour donc l'encadrement. Et donc, c'est très civilisé. À partir de là, on peut avoir un débat extrêmement intéressant sur si le revenu universel ou un travail pour tous sont plausibles, de quelle manière, etc. Et dans le monde académique, le débat est en effet civilisé. Il est vrai que la plupart des rawlsiens ou des marxistes rawlsiens éprouvent rarement le besoin de produire des connaissances pour rejeter de manière rigoureuse le revenu universel, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Enfin, ils veulent justement développer des théories pour garantir que chaque citoyen pourra travailler dans la société, que l'État pourra garantir un travail. Donc, Mais depuis 5 ou 6 ans, il y a quand même une dizaine de philosophes politiques dans le monde anglophone contre le revenu universel, qui sont en train de produire des articles très rigoureux, très sérieux contre le revenu universel. Donc ça, c'est rassurant, et pour moi, c'est intéressant, puisque je m'intéresse à la thématique. Je vois qu'il y a des gens très sérieux qui veulent réfuter de manière rigoureuse l'idée, et donc ça permet de sortir un peu du brouhaha, du débat
très idéologique. Moi-même au Portugal, comme je défends l'idée, même sans y croire vraiment à l'idée, mais plutôt à la pratique, je me retrouve souvent dans des débats assez agressifs avec des trotskistes, des communistes. Enfin, je trouve ça très amusant, mais j'aurais préféré qu'ils puissent se préparer davantage et qu'on puisse avancer dans un débat plus rigoureux, ce qui semble vraiment presque impossible au niveau politique et idéologique, pour l'instant. Et même chose en France d'ailleurs, je pense qu'un peu partout c'est comme ça. Donc maintenant je voudrais formuler 3 arguments en faveur du travail pour tous, c'est-à-dire 3 arguments au fond rawlsiens ou de gauche classique pour défendre la supériorité du travail pour tous. En fait, le premier argument, ce serait de dire que garantir un emploi, que l'État puisse garantir un emploi, est une manière de responsabiliser les individus en les engageant dans le marché du travail. C'est-à-dire qu'on permet, c'est la meilleure manière de permettre à l'individu de s'épanouir. Donner un revenu, c'est l'abandonner à lui-même. Et donc là, ça, au fond, en filigrane, on a à nouveau l'argument de la responsabilité, même s'il est en filigrane, parce que l'argument en vitrine, c'est vraiment un argument éthique d'épanouissement, un argument aristotélicien même. La vie bonne, c'est la vie à travers le travail. Et donc, cette politique permet cette politique du travail pour tous permet à tous les citoyens d'atteindre la vie bonne à travers le travail. C'est conservateur, au fait, mais c'est généreux. Et il ne faut pas caricaturer ce que je viens de faire, en fait, parce que dire que le travail était la condition de la vie bonne, ça veut dire une chose assez subversive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas adapter le citoyen au marché de l'emploi. Il faut adapter le marché de l'emploi aux citoyens. Et là, on revient à ce rêve marxiste où chacun fait ce qu'il veut, au fond. Ce qu'il a décidé de faire, c'est ça son emploi. C'est ça qui est derrière. Et donc ça, c'est excellent. J'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça, mais dans la pratique, c'est pas ça qui se passe. Les gens sont humiliés, ils ont des attaques cardiaques. Vous avez vu un des derniers films de Ken Loach, bien sûr, qui montre comment les revenus conditionnels peuvent vraiment être une torture pour les gens. Mais comme il ne faut pas caricaturer, en théorie, l'idée c'est vraiment, à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est que l'État offre aux citoyens la possibilité d'avoir l'emploi qu'ils souhaitent vraiment. D'où l'idée de formation. Il faut former, il faut ouvrir, il faut donner accès aux citoyens de se former. Finalement, ça peut être leur emploi, faire des études, etc. Un autre argument que les partisans du travail pour tous utilisent, c'est que cette politique-là conteste le pouvoir de marché dominant de la classe rentière de manière plus radicale, en renforçant la classe ouvrière, les travailleurs, dans la lutte pour la distribution des richesses, en leur donnant un accès équitable au capital via le travail. Pourquoi pas? Donc, mais l'argument oublie de considérer que la prémisse selon laquelle le travail pour tous garantit un accès équitable aux richesses, cette prémisse est aussi utilisable par les partisans du revenu universel, puisqu'il s'agit aussi de rendre plus équitable l'accès au capital, sauf que ce n'est pas via le travail, c'est via l'inconditionnalité. Donc un argument un peu rhétorique, mais qui colle bien avec cette première raison de parler du revenu universel, d'ailleurs, qui est de lutter contre les inégalités injustes. Et troisième argument, on approfondit maintenant, c'est vraiment l'idée que le travail pour tous est l'expression de l'idéal de réciprocité. Et une société est juste si elle permet à cet idéal de se réaliser, et le travail pour tous est la meilleure expression de cet idéal. Et en permettant à chacun de travailler, il empêche aussi quelque chose de très important, c'est l'exploitation des
par les feignants des travailleurs. Il n'y a pas de free riders dans une société qui garantit un travail par tous. Il n'y a pas de personnes qui profitent du système. Et donc, ceux qui travaillent ne seront jamais les esclaves de ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'au fond, c'est ça. C'est un argument qui vient souvent dans les débats un peu plus publics sur le revenu universel. Mais enfin, les gens qui reçoivent rien en retour, d'où il vient cet argent? Il vient des travailleurs. Et donc, au fond, les travailleurs sont les esclaves des gens qui reçoivent le revenu universel. Après, bien sûr, il y a le débat qui peut s'ouvrir, on peut développer ça, mais l'idée, c'est ça, c'est d'empêcher l'exploitation des travailleurs par les paresseux. Et ça, c'est un argument très puissant, s'il repose sur l'idée de réciprocité. Après, les objections que ces partisans du travail pour tous peuvent formuler, c'est que si on applique un revenu universel, au fait, ce seront les travailleurs les plus vulnérables, les plus pauvres, qui vont le plus facilement sortir du marché du travail, puisque, en général, les travailleurs les plus vulnérables, ils ont les travaux les plus pénibles, les moins bien payés, et donc ils vont sortir du marché du travail, ce qui risque de les appauvrir davantage s'ils se limitent à recevoir un revenu universel. Et donc, bien sûr, c'est une crainte fondée, mais en même temps, il faut d'une part voir que les alternatives, justement, les revenus conditionnels, bien souvent, les personnes préfèrent ne pas s'engager dans le marché du travail parce qu'ils font un calcul, ils se disent avec mon revenu conditionnel sans travailler, je pourrais faire d'autres choses comme m'occuper de mes enfants ou de mes grands-parents ou faire des études. Et donc, c'est une des raisons qui explique que les revenus conditionnels sont souvent des trappes à la pauvreté, des trappes au chômage. Et donc, bien sûr, les partisans du travail pour tous vont revenir sur leur idéal. Ils vont dire, mais non, dans une société juste, on va proposer d'excellents emplois aux plus vulnérables et cela ne se passera pas ainsi. Mais disons que la crainte que les partisans du travail pour tous expriment concernant l'abandon du marché du travail par les plus pauvres est une crainte qu'on peut très facilement retourner contre les partisans du travail pour tous. Et non seulement la retourner, mais se demander, est-ce vrai? Et c'est là où c'est important d'aller voir les maigres résultats, pas très scientifiques encore, des expériences, des expérimentations pilotes qui sont en train d'être faites de par le monde, en particulier en Finlande, où il y a des études très sérieuses sur les résultats de cette expérimentation. Je vous en parlerai un peu plus en avant. Et toutes les expériences sur le revenu universel qui ont été faites depuis les années 60, quand même, c'est une vieille lubie qui vient de Nixon, de tous, of all people. Nixon a été le premier à financer ce type d'expérimentation. Tous les résultats montrent qu'il n'y a pas de réduction de temps de travail lorsque les bénéficiaires d'un revenu universel ont bénéficié de ce revenu lors de ces expériences. Donc cet argument tombe à terre de manière empirique. Peut-être que normativement, il est intéressant, mais empiriquement, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Et c'est là où c'est intéressant, et je suis en train de préparer un article de philosophie politique où je vais essayer de retourner cette objection justement avec des arguments empiriques et voir comment ils s'en sortent, ces autres philosophes qui sont contre le revenu universel. Parce qu'il y a déjà des données très sérieuses, travaillées par des politologues, des économistes, des sociologues, qui montrent le contraire. Donc l'objection tombe à terre empiriquement aussi. Une autre objection un peu plus spéculative, c'est que s'il y a moins de personnes qui participent au marché du travail parce qu'ils reçoivent un revenu universel, alors il se peut qu'il y ait une inflation des prix, du coût de la vie, puisque il faudra que
les salaires puissent être augmentés pour attirer justement les gens qui ne veulent pas rentrer dans le marché du travail parce qu'ils reçoivent un revenu universel. Et si cette inflation se produit, alors les bénéfices qu'on pouvait espérer d'un revenu universel tomberont à terre puisque le revenu universel ne sera pas suffisant pour, pour, pour financer le coût de la vie. Et, et donc là, bon, je ne sais pas comment répondre à ça. C'est vrai que les expérimentations sur le revenu universel n'ont pas donné là-dessus parce qu'il n'y a pas eu. Enfin, elles sont très limitées. C'est très peu de milliers de personnes qui reçoivent le revenu universel, donc il n'y a pas une inflation des prix. Mais on peut répondre que il y a en économie politique, il y a toutes sortes de mécanismes qu'on peut utiliser pour prévenir les effets de l'inflation ou l'inflation. Donc, mais je n'ai pas vraiment de contre-argument théorique là-dessus. Et enfin, l'objection qui me semble fondamentale, c'est celle que je veux développer avec vous, c'est celle concernant l'importance de la réciprocité, parce que je crois que ces deux premières objections qu'on a vues peuvent être rejetées facilement. On peut se poser la question aussi, si un revenu universel ne conduit pas les plus vulnérables à quitter le marché du travail, ce qui déjà démontre les expérimentations empiriques, ni à l'inflation, en admettant qu'on puisse avoir des outils qui permettent de contrer ou de limiter les effets de l'inflation, alors on n'a plus vraiment d'argument pour préférer le travail pour tous, puisque finalement, si c'est ces deux arguments-là qui posent problème, ces deux objections, et si elles sont refutables, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Et c'est là on revient à la raison de fond, qui est l'importance de la valeur morale de la réciprocité. En fait, on veut un travail pour tous parce qu'on veut garantir que le contrat social fonctionne de manière juste et que chacun peut donner à la société ce qu'il reçoit d'elle. Alors, j'aimerais développer ça, même si je pense que j'en ai suffisamment parlé, vous avez compris l'argument dans sa forme générale, mais je voudrais vous alerter sur le fait qu'il ne faut pas utiliser des éléments éthiques dans cet argument-là de la réciprocité. C'est un argument vraiment politique, de justice politique, et non pas un argument d'éthique concernant la valeur que le travail peut avoir dans nos vies en tant qu'instrument d'émancipation ou de vie bonne. Donc l'argument éthique contre le revenu universel, qui est très utilisé vraiment dans les débats, qui est souvent mélangé à l'argument politique, et c'est ça qui rend le débat parfois trop flou, et qu'il est immoral que le travail ne soit pas obligatoire, dans la mesure où son absence peut promouvoir des modes de vie paresseux. Et les modes de vie paresseux, comme chacun sait, en particulier en France, où les gens travaillent beaucoup, sont décadents. Ils ne nous mènent pas vers l'épanouissement. Et donc, cet argument éthique, il faut le mettre de côté, même s'il a sa valeur. Moi, je pense qu'une vie avec du travail est en effet a beaucoup plus de valeur qu'une vie sans travail. Je suis un peu conservateur là-dessus, réactionnaire même. Je pense qu'il vaut mieux travailler que ne rien faire. Mais je ne vais pas imposer ça aux autres parce qu'on vit dans une société quand même où on n'est pas censé imposer aux autres nos modes de vie. La laïcité, par exemple, est une sorte de pilier contre ce type d'imposition. La République laïque protège les citoyens des impositions concernant la vie bonne. Et donc voilà, l'argument a sa valeur, mais très limité. Si on l'utilise dans le domaine de la politique, on devient paternaliste et autoritaire, et ce n'est pas le but dans un contrat social de citoyens libres et égaux que d'imposer aux autres des modes de vie que d'autres ont des bonnes raisons de ne pas considérer attractives. Donc si dans ma société je préfère ne pas travailler parce que j'adore la paresse, ben, si je suis riche, je peux le faire et personne ne va me condamner. Il n'y a pas de problème, je peux le faire. Ah, génial, tu voyages partout, tu as raison, très bien. Alors le revenu universel
est au fait inacceptable de la part de ceux qui défendent le travail pour tous, parce que ils disent, les gens, les partisans, que non pas que c'est immoral ne pas travailler, mais que c'est injuste que le travail ne soit pas obligatoire, parce que pour que certains puissent avoir le loisir de vivre dans l'oisiveté et dans la paresse, d'autres doivent travailler. Au fond, c'est l'argument de l'exploitation de certains par d'autres. Et c'est cet argument qui est peut-être impossible à rejeter. Là, je vous propose, pour essayer de le rejeter, juste s'amuser à essayer de le rejeter, à diviser cet argument politique qui dit qu'il est immoral que certains ne travaillent pas parce que ceux qui ne travaillent pas vont exploiter ceux qui travaillent. Il faudrait distinguer deux variantes de cet argument politique. La première variante, c'est l'argument de la justice productive. Et la deuxième variante, c'est l'argument de la justice distributive. Il y a une différence entre produire et distribuer, que je vais éclairer maintenant. Donc, chaque personne doit à la société la quantité de travail dont elle a besoin pour fonctionner, et la société doit à chaque personne ce dont elle a besoin pour vivre. Et recevoir un revenu universel sans rien donner en retour à la société constitue bien sûr une violation de cette réciprocité. L'implication évidente, c'est qu'un revenu de base ne peut pas être distribué. Il peut seulement être distribué comme contrepartie d'une contribution productive, comme l'actuel revenu de solidarité active ou le futur revenu universel d'activité. C'est ça la justification derrière. Et comment relativiser ça? Comment essayer pas de rejeter, mais de bloquer la force de cet argument en mobilisant au moins 6 types de raisons, plutôt pas très profondes, pas de principe, mais plutôt pragmatiques. La première raison, ce serait de dire que le plaisir ou la liberté de rien faire, du fare niente, n'est pas seulement une chose bénéfique pour les riches. Les pauvres aussi ont droit à ne rien faire. Voilà. Donc là, les partisans de la réciprocité du travail pour tous, s'ils acceptent cette objection empirique, alors il va falloir qu'ils expliquent très bien pourquoi ils ne sont pas, par exemple, contre les héritages, puisque les héritages sont reçus sans rien faire. C'est un revenu inconditionnel. On reçoit des cadeaux, on ne fait rien. On est là, on existe, on est beau et les gens nous aiment et ils nous donnent des cadeaux et on reçoit un héritage. Donc, si on accepte que les pauvres aussi doivent avoir accès, il va falloir taxer les héritages pour qu'ils puissent être financés pour ne rien faire, par exemple. Un deuxième argument, c'est l'argument qui vient de la Silicon Valley, qui dit que c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait du travail pour tous, mais regardez le sort du monde, il n'y aura plus de travail de toute manière. Donc on ne va pas commencer à faire des trous et à les reboucher juste parce qu'il faut que tout le monde travaille. Et donc c'est pas mal aussi, ça permet de résister à l'objection. Et une troisième raison, c'est de dire que le fait que le revenu universel élimine ou atténue l'effet de ce qu'on appelle le piège de la pauvreté, puisqu'il élimine, puisqu'on garde le revenu universel lorsqu'on trouve un emploi, on continue à le recevoir, donc on additionne les deux revenus, celui de l'emploi et celui inconditionnel. Le fait qu'il y ait ce mécanisme-là, cela encourage l'adhésion au marché du travail. C'est une raison pour motiver les gens à travailler et à sortir de la trappe à la pauvreté. Et ça aussi, c'est d'ailleurs la raison d'être principale des expériences pilotes. Les gens qui sont derrière ces expériences pilotes, ils veulent voir si finalement le revenu universel est plus efficace pour sortir les gens du piège du chômage. C'est ça la raison qui est derrière. Donc au fond, c'est un programme de faire travailler les gens, pour faire travailler les gens davantage, qui est très bien s'il est justifié par l'argument de la réciprocité.
Donc, en disant que le revenu universel peut être plus efficace que d'autres alternatives pour sortir les gens du piège du chômage, c'est quand même un argument puissant, empirique. Si c'est vrai, alors si le but c'est vraiment de garantir un travail pour tous, alors faisons-le. Et en plus, c'est une manière beaucoup plus souple de le faire, puisque ce sont les individus qui vont choisir librement l'emploi qu'ils veulent en fonction de ses aspirations personnelles et non pas l'État qui va les obliger à trouver un emploi coûte que coûte, même si l'emploi ne correspond pas à leurs aspirations. Et quatrième raison qu'on peut avancer, toujours pour bloquer sans rejeter l'objection, c'est de dire que le revenu universel empêche de pénaliser les personnes qui ont droit à un revenu de solidarité active, mais qui ne le reçoivent pas, soit par erreur, soit parce qu'ils en ont honte. Et donc, puisque le revenu universel est distribué à tous, il n'y a pas d'erreur. Tout le monde le reçoit. Et ça aussi, c'est une raison pour l'encourager, même si ça va, c'est pas une manière de faire face à l'idée que tout le monde doit travailler. Une cinquième raison, c'est de dire que le revenu universel rend possible rémunérer du travail qui n'est pas reconnu dans le marché. C'est-à-dire tous les travaux qui sont faits, c'est des travaux pénibles, mais qui ne sont pas rémunérés. Et donc ça permet aussi de reconnaître ça. Mais là, les partisans du travail pour tous disent, ben oui, mais c'est justement ça qu'on veut. C'est que l'emploi va garantir des emplois de dernier recours et reconnaître toutes ces activités. Donc là, encore une fois, les deux idéaux veulent atteindre les mêmes objectifs, c'est juste par des moyens différents. C'est ça qui est curieux. Et une autre raison, c'est de dire que le revenu universel rend possible de rémunérer du travail par les gens qui sont les plus vulnérables, que ça augmente le pouvoir de négociation des employés les plus vulnérables face à leur employeur. L'idée, c'est qu'ils peuvent toujours dire, si le salaire n'est pas suffisamment attractif, je reste avec mon revenu universel. Et donc ça va, c'est quand même... On est toujours mieux quand on veut négocier un salaire si on a déjà une base derrière. Et c'est ce que le revenu universel, s'il est suffisamment significatif, permet de faire. Et les partisans du travail pour tous diront qu'au contraire, précisément parce que les employeurs savent que les citoyens ont déjà un revenu universel, alors ils vont leur dire, mais non, tu es déjà payé, tu peux travailler gratuitement, au fait. Tu es déjà... Donc, bon, c'est toujours, au fait, c'est par l'expérimentation qu'on pourra régler ces divisions. Mais une autre manière intéressante sur ce point de considérer le revenu universel comme un instrument intéressant, c'est qu'il peut être vu comme un moyen de financer une grève illimitée. C'est vrai qu'en France, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de revenu universel pour faire des grèves conséquentes. Mais quand même, quand on sait qu'on a ce revenu garanti, on peut continuer la grève. Alors, un autre... donc là, on a vu qu'il y a cet argument politique repose sur l'idée qu'il y a une justice productive et que les citoyens, pour honorer cet idéal de justice productive, doivent coopérer. Et ce que fait Philippe Van Parijs, il dit, oui, c'est très bien, la justice productive, les citoyens doivent coopérer, mais avant de penser à la justice productive, on doit penser à la justice distributive qui est antérieure à la justice productive. Évidemment, Rawls ou d'autres vont dire, mais non, mais c'est quoi cette séparation artificielle ? La justice productive est une justice distributive. Mais Van Parijs, il utilise cette stratégie pour dire que, au fait, on devrait penser à la justice de la distribution de ressources indépendamment de notre contribution, parce qu'on hérite du passé toute cette richesse qui n'est pas du tout liée à quoi que ce soit, liée
à notre production. On n'a rien fait pour recevoir cette... Et la justice distributive entre en jeu, l'idéal de justice distributive entre en jeu indépendamment de notre contribution, parce qu'elle est là, cette richesse. On est arrivé sur Terre, elle était là, cette richesse. Il n'y a pas de raison qu'elle soit héritée seulement par certains, ou entièrement en tout cas. Une partie doit permettre de financer le revenu universel. Donc ça, c'est la position de Van Parijs, qui dit que le revenu universel permet d'avoir un accès équitable à cette richesse qu'on hérite du passé. Et c'est seulement après qu'on peut se dire, voilà, ceux qui travaillent plus, ils ont droit à des salaires plus élevés, bien sûr, en fonction de leur contribution. Mais avant, tout le monde est déjà protégé par un revenu universel. Donc, moi, je dirais que ce n'est pas convaincant. Je pense que je crois que c'est plus cohérent de dire qu'il faut penser la justice productive comme un moyen de réaliser la justice distributive, et que donc même si on reçoit cette richesse du passé en héritage, il n'y a pas d'argument pour qu'on la reçoive de manière inconditionnelle, puisqu'on doit voir la société surtout comme un projet de collaboration entre citoyens libres et égaux. Après, il y a des raisons qu'on peut développer, mais disons que ça me semble un petit peu tiré par les cheveux, et je suis désolé que cette conférence soit enregistrée, parce que si un jour Van Parijs la voit, il va pas... Mais bon, donc je pense que l'argument de la réciprocité est puissant, que Van Parijs n'arrive pas à le rejeter par cette stratégie ou par d'autres. Mais le fait est que même s'il est puissant et il est difficile à rejeter, ça marche pas très bien dans la réalité. Et donc on a un tas de raisons empiriques pour essayer de faire mieux avec un revenu universel. Même si ça peut entrer en contradiction avec nos idéaux politiques les plus profonds, les mieux fondés. Si à la fin de la journée, le résultat est qu'il y a plus de citoyens en train de travailler grâce au revenu universel en fonction de leurs aspirations personnelles, alors c'est bon. On a réalisé la société juste qu'on voulait, mais par des moyens peut-être injustes. Ça qui est étrange, mais la politique, c'est ça. Et donc, il ne faut pas non plus dramatiser. Et c'est dans cette perspective que les expérimentations pilotes sont très importantes pour essayer de montrer précisément ça, que le revenu universel peut être un moyen très, très intéressant. Donc, à partir de ce moment-là, on peut décider, non, soyons des puritains et défendons le travail pour tous par tous les moyens. Et ce qu'on doit faire, et c'est ce que proposent les programmes de gauche, ceux qui n'incluent pas le revenu universel, c'est de donner le maximum de moyens pour que les conditions d'un revenu conditionnel juste se réalisent. Donc il faut mettre le paquet dans la formation, il faut permettre aux citoyens d'avoir un maximum d'offres d'emploi intéressantes. Et bon, ça va coûter cher, mais en plus pas aussi cher que le revenu universel, donc faisons-le. Et donc il y a toujours plus de moyens qui sont investis. Et on continue à avoir des problèmes de 30% des plus pauvres qui ne reçoivent pas les revenus auxquels ils ont droit. Et très bien, on peut faire ça. Ou alors, on peut dire, bon, ça n'a pas marché, et on va essayer un revenu universel comme alternative. Par petites phases, pas nécessairement un immense revenu pour tous dès le premier jour. C'est les fameuses 3 étapes de la fusée de Benoît Hamon, quand il a commencé à donner cette image. Voilà, on va avancer par plusieurs étapes, et puis à la fin, on ne parlait plus de fusée. Enfin, les ambitions étaient un peu dissoutes avec l'entrée de Piketty et de Julia Cagé dans le programme. J'avais suivi un peu comment ça s'était passé.
Et en effet, au départ, Hamon semblait très ambitieux sur la part de rêve du revenu universel, la part d'utopie, c'est-à-dire le revenu universel comme moyen pour chaque citoyen de vivre la vie qu'il souhaite. Et après, à partir d'un certain moment, quand les comptes deviennent urgents de présenter, et ça correspond plus ou moins au moment, je pense, où Piketty ou Julia Cagé est rentrée de manière plus présente dans le programme, où finalement c'était un revenu inconditionnel, limité aux jeunes. Voilà, ça devenait beaucoup plus réaliste et la part de rêve s'est un peu perdue. Et je ne suis pas du tout politologue, je n'ai aucune idée de pourquoi ça a été un tel désastre, son résultat. Ben, il y a plein de raisons qui l'expliquent. Mais c'est intéressant de comparer avec un événement qui s'est produit dans les années 73, je crois, aux États-Unis, où il y a eu deux moments dans l'histoire où des candidats à les présidentielles ont défendu le revenu universel. C'était ce candidat démocrate, donc de gauche, appuyé par ce prix Nobel d'économie, la taxe Tobin, appuyé par Tobin. Tobin faisait partie de son équipe, et il défendait un revenu universel très généreux, complètement inconditionnel. Et quand les républicains ont commencé à lui tomber dessus en pleine campagne, ben aussi il a dit non, en fait non, c'est pour les pauvres, hein, on est sérieux, on va pas. Et aussi il a eu un résultat de 6%, enfin très très bas. Ça s'est terminé en un désastre total. Et ce serait intéressant de développer ce parallèle entre les deux candidats. C'est un détail curieux. Je ne sais pas. Je pense que ça fait longtemps que je parle. Et donc, pour conclure, je pense qu'il y a 4 points qu'on devrait essayer de comparer concernant l'alternative revenu universel et travail pour tous. Donc, il faudrait voir quels sont les effets, comparer les effets du revenu universel du travail pour tous concernant les incitations au travail. Laquelle des mesures est la plus efficace à inciter au travail? Deuxièmement, concernant les conditions de travail. Est-ce que le revenu universel ou le travail pour tous permet d'améliorer les conditions de travail des travailleurs? Troisièmement, il faudrait voir laquelle des deux est plus efficace pour améliorer ou valoriser le travail non rémunéré. Et enfin, quatrièmement, laquelle des deux est plus efficace pour limiter le travail informel. Voilà, ça c'est 4 choses qui peuvent être testées dans les expériences pilotes. Et j'en ai pas vraiment parlé, mais l'idée c'est vraiment d'aller voir ces résultats. Tous les résultats montrent que, toutes ces expériences montrent que les gens ne travaillent pas moins, parfois ils travaillent plus à mi-temps, ou parfois ils travaillent plus en tant que créateurs d'emplois. Donc les résultats sont très positifs à ce niveau-là, et aussi concernant leur bien-être. Enfin, il y a des entretiens qui sont faits, et tous les résultats sont toujours excellent concernant la confiance que les citoyens ont repris en eux. Quand ils reçoivent un revenu universel, ils se sentent plus en confiance vis-à-vis de leur vie, d'eux-mêmes, de l'État. Il y a une exception récente il y a un rapport qui vient de sortir il y a 4 mois il y a une expérimentation qui est en train d'être faite à Barcelone depuis 2 ans, dans les quartiers plus défavorisés de Barcelone. Et donc, ils ont réussi à intégrer à plusieurs. Dans ces quartiers, il y a 4 possibilités. On peut recevoir un revenu entièrement conditionnel. On peut recevoir un revenu participatif. On peut recevoir un revenu participatif lié à vie associative ou à un travail qu'on choisit, ou alors à une création d'une entreprise. Et donc, de ces 4 groupes, le plus malheureux, les gens où ils se sentent les plus malheureuses, c'est bizarre, c'est ceux qui reçoivent le revenu inconditionnel. Qui est un peu, ils ne savent pas quoi en faire, parce que les gens qui ont voulu faire cette expérimentation voulaient simplement montrer que le revenu universel pouvait produire des résultats intéressants, et
les résultats sont contraires à leurs espoirs. Donc ils sont en train de tourner ça de manière intéressante. Et l'explication la plus convaincante, c'est qu'en effet, les gens les plus défavorisés sont beaucoup plus heureux si on leur donne l'occasion d'avoir des échanges. Ils sortent de leur solitude. Et donc après, il faut... Et il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti il y a quelques semaines ça s'appelait Explorer le revenu universel, un guide pour les expériences pilotes. Et donc c'est important que ce rapport soit sorti parce qu'il fait vraiment une revue d'ensemble de tout ce qui a été, de toutes ces expériences. Et donc les conclusions sont bien sûr positives vis-à-vis des effets du revenu universel. Mais j'arrête de parler, je m'excuse, je crois que j'ai parlé trop longtemps et j'aimerais qu'on puisse en débattre un peu si vous voulez bien, si vous avez des doutes, des questions, peut-être concernant d'abord la position idéologique qui vous semble préférable et peut-être, je sais pas, il y a tellement de choses dont on peut débattre. Merci. Merci. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à l'argument de réciprocité dont vous avez beaucoup parlé. En fait, je ne connais pas, je ne sais pas qui l'a énoncé, comment il a été formulé au départ, mais en fait, j'ai du mal à... qu'est-ce que vous entendez par donner... on doit donner à équivalence de ce qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on met derrière ça, en fait? Est-ce que c'est du temps? Que classiquement, dans la société, c'est plutôt de l'argent, mais du coup, j'ai du mal à comprendre le fondement, en fait, de ça. Merci. Pour comprendre ça, je pense que c'est un peu l'idée de fraternité. C'est un peu le troisième mot un peu oublié, la devise de la République française. Mais c'est très bien la liberté et l'égalité, mais il faut coller tout ça. Et la fraternité est le ciment qui colle ces deux concepts principaux de notre vie politique, la liberté et l'égalité. Et la réciprocité, c'est un autre mot, peut-être le mot moins fleuri que la fraternité. La fraternité, c'est plus chaud. Mais au fait, la fraternité veut dire réciprocité, veut dire que imaginez que c'est un peu ce qui se passe avec nos plus démunis, c'est-à-dire quand l'État social capitaliste, il donne un petit peu, il laisse le capitalisme fonctionner à fond, mais après il y a des pauvres, oh là là, quel problème, il y a des inégalités, c'est le capitalisme, c'est pas grave quand même, on s'enrichit, il y a une production de richesses importante. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces pauvres? On va leur donner des petits restes, hein. On va leur donner un minimum pour les maintenir à flot. Mais donc on peut même leur donner quelque chose d'assez généreux, comme un revenu universel. Après, ils vont faire des courses au supermarché. Ils n'ont pas besoin avec ce revenu, ils peuvent consommer. Ils n'ont pas besoin de participer dans notre aventure commune qui est cette société qu'on a créée, et surtout en France. Waouh, la Révolution française, elle a créé une sacrée société. Et l'idée, c'est que tous doivent participer pour maintenir cette société. C'est ça le sens profond de citoyens libres et égaux. Ils sont égaux s'ils participent à la vie politique, si c'est des citoyens actifs. Et donc les revenus conditionnels sont un moyen de rendre possible cette fraternité dans le sens le plus productif de la chose, c'est-à-dire qu'on dit aux plus démunis, vous aussi vous faites partie de la société, on ne va pas vous lâcher, et donc vous allez on ne va pas vous donner juste de l'argent et puis amusez-vous. Non, venez participer à la société. C'est ça le sens très profond, que je trouve extrêmement important de préserver. Et le revenu universel met en danger ça. Donc, théoriquement, comme cet argument est le fondement même de ce qui nous tient ensemble, le revenu universel n'est pas compatible avec cet argument-là. C'est seulement dans la pratique, éventuellement, qu'il peut justement permettre de réaliser cet idéal de manière plus efficace. S'il s'avère que les gens avec le revenu universel vont participer encore davantage, s'ils sortent du piège de
de, de la pauvreté, le piège du chômage. Il y a deux moyens de financer, soit classique, comme on fait, on finance en prenant là où est l'argent, c'est-à-dire chez ceux qui en ont. Bon, c'est pas compliqué, c'est comme on fait ça avec tout, pour financer tout. Il faut aller prendre un peu plus, peut-être, parce que c'est pas assez pour maintenir la santé et l'éducation publique de manière digne. Donc il faut aller taxer un peu plus, peut-être, comme nous propose Pictet. Mais il y a une autre manière, c'est de créer des... Comme en Alaska, il y a au fait un revenu universel partiel, c'est-à-dire que toute personne qui réside en Alaska, il suffit de vivre 6 mois en Alaska pour avoir le droit à recevoir à l'époque de Noël une dividende, en fait, parce qu'une dividende à partir des profits de l'exploitation du pétrole et d'autres et des minéraux. Et donc là, c'est le socialisme, en fait. C'est les moyens de production où les richesses appartiennent à tous, et on va financer ça parce que chacun a droit à une partie de ses richesses. Donc ça, c'est l'autre manière de financer. Et elle peut être considérée injuste parce que tous reçoivent, les riches et les pauvres, la même quantité. Mais dans la première manière de financer, au fait, tout le monde reçoit, mais à la fin de l'année, certains payent plus d'impôts pour financer le revenu universel. Donc il y a deux moyens de financer. Après, si ça coûte très cher, oui, peut-être. Oui, oui, tout à fait. Il faut qu'ils voient le bénéfice. Il faut que les plus riches comprennent que s'ils perdent tout du jour au lendemain, et ça arrive, ben, ils auront de manière inconditionnelle un accès à un minimum de richesse et que ça les convient. Et ça, c'est la fraternité. Il faut qu'ils comprennent parce que c'est fraternel, c'est une manière de réaliser la fraternité. Mais vous avez raison, c'est délicat. Là, c'est pour tout. Oui. Merci. Je suis néerlandaise et à mon avis, dans mon pays, ça fait très longtemps qu'on a un revenu minimum universel. Pour illustrer ce propos, j'ai un cousin qui avait passé sa thèse en économie, il enseignait. Et puis à un certain moment, chez nous, les profs ne sont pas des agents fonctionnaires. Il y avait besoin de réduire l'effectif. Il y avait des collègues qui avaient des familles. Lui, il était tout seul. Il s'est dit, ouais, c'est moi qui vais partir. Il a pris son revenu minimum. Et puis, ça fait 30 ans qu'il vit là-dessus. Parce que lui, il dit, j'ai pas besoin d'énormément de choses. Il bricole à droite et à gauche, il s'intéresse à plein de choses, il ne s'ennuie franchement pas. Donc le revenu minimum universel, ce ne serait pas uniquement pour des gens qui sont pauvres ou qui sont... Enfin, ça peut être pour quelqu'un un moyen de se retirer, laisser la place à d'autres, vu que les places sont chères, et puis il s'occupe autrement. Oui. C'est pas toujours que dans le sens où c'est pour des pauvres ou des gens qui ont des bas salaires qui n'arriveraient pas à trouver un job. C'est le côté émancipateur du revenu universel. Et en fait, là-dessus, je pense que ce serait vraiment intéressant d'inclure un jour dans une des expériences pilotes des gens qui travaillent déjà. Parce qu'au fait, c'est ça la grande inquiétude en termes économiques, pas tellement philosophiques, c'est que vont faire les bourgeois lorsqu'ils reçoivent un revenu universel? Parce qu'ici, s'arrêtent tous de travailler. Nous, on ne l'a pas tous aux Pays-Bas. Mais tous ceux qui ne travaillent pas. Oui. Mais à la rigueur, si moi je retourne dans mon pays, et j'ai jamais travaillé, hein. Je suis partie avant. Si je retourne, j'ai droit, parce que je suis néerlandaise, à un minimum pour vivre. Oui, mais vous avez aussi des obligations, peut-être très peu, mais ça existe. En fait, il y a 4 villes qui sont en train d'expérimenter le revenu universel, Utrecht et 3 autres.
Ouais, ça doit être autonome. Voilà. La haie. Et donc, ils expérimentent justement c'est une expérience. C'est pas qu'ils considèrent que ça existe déjà, c'est qu'ils veulent voir quels sont les effets. D'accord. Donc oui, d'accord. Donc, d'une part, vous défendez que ça existe déjà, sans condition. Oui. Voilà. Peut-être, ce serait quand même étonnant, mais on va admettre que oui. Et aussi, vous défendez que c'est très bien, parce que ça permet aux gens de réaliser ce qu'ils veulent vraiment. Ça peut... Enfin, il s'est dit, je suis tout seul, les autres, ils ont une famille. Moi, je me retire du poste, je laisse la place aux autres. Oui, voilà. Exactement. C'est un des arguments utilisés par Philippe Van Parijs, c'est-à-dire pour réaliser l'égalité des chances, au fait, on laisse à d'autres le poste qu'on aurait pris si on n'avait pas le revenu universel. C'est une manière de justifier le revenu universel. Et dans la mesure où il n'y a pas assez de postes pour tout le monde, il y a des gens qui apparemment arrivent à remplir leur vie autrement, et donc ils laissent la place aux autres. Et moi, je suis avec vous. Hein. C'est juste que ça n'a pas l'air très juste, ça. L'exploitation par ceux qui travaillent, par ceux qui ne travaillent pas de ceux qui travaillent. Est-ce que le revenu universel, quelque part, il ne soulève pas plus les questions comme vous avez dit, avec la mécanisation, qu'on va avoir de plus en plus de temps libre. Et plein d'autres questions, comme par exemple, comme le monsieur disait que si on prend plus aux riches pour financer ça, que les gens qui ont un revenu plus aisé vont partir, et quelque part, pour résoudre ce problème, peut-être c'est très utopique, mais un gouvernement mondial pour éviter qu'il y ait d'évasion fiscale, ça soulève en fait toute une utopie qui prend bien plus que juste le revenu. Oui, donc là il y a deux choses. La deuxième partie, c'est un peu, il faut utiliser des moyens beaucoup plus radicaux pour réaliser ça, mais il vaut mieux oublier les moyens encore plus radicaux que le revenu universel, parce que sinon ça ne va jamais se réaliser. Mais oui, bien sûr, ce serait bien d'avoir une taxe mondiale pour financer. Mais il ne faut pas oublier la première partie du problème, et le monsieur a bien fait de le rappeler, qui est liée à la première question concernant la réciprocité, c'est-à-dire quelles sont les motivations des plus riches pour financer les paresseux. C'est injuste au nom du principe de fraternité ou de réciprocité. Donc comment les riches les plus moraux, les plus solides moralement vont avoir cet argument-là. Et c'est cet argument-là qu'il faut prendre position. C'est injuste ou c'est pas injuste que les riches ou que ceux qui en ont payent pour ceux qui font rien? C'est ça le problème. Donc comment les convaincre à essayer? Il ne travaille pas. Bon, c'est peut-être pas paresseux, mais il n'a pas un emploi. Alors c'est beau de dire qu'il n'est pas paresseux, mais il faudrait qu'il ait un emploi, ce jeune homme. Oui, mais là, on revient justement à un des aspects les plus intéressants, les plus perturbateurs du revenu universel. C'est comment il redessine la frontière entre travail et emploi. Et ce qui est il y a Marx derrière tout ça. C'est le travail en fait qui m'intéresse. C'est du point de vue plutôt philosophique ou politique, philosophie politique. Je suppose que quand on dit une société avec le travail qui est un droit pour chacun, on ne parle pas du tout de ce qu'on appelle en économie ou dans les journaux la société de plein emploi. C'est-à-dire quand on arrive à 4-5% de chômage, parce que ça, il y en a pas mal de pays et ça n'a pas l'air d'être attirant intellectuellement. On ne parle pas de ça, c'est vraiment un travail pour tout le monde. Oui, plein emploi. Alors pour là, tout le monde. voilà, s'ils arrivent à... Non, parce que plein emploi, ça veut dire 4% de chômage. Hein. C'est un autre sens de plein emploi. Voilà, d'accord. Alors, ceux-là, je voudrais savoir... Moi, j'aimerais savoir quels sont les gens qui réfléchissent sur ça, dans quel pays plutôt, et comment ils articulent cette histoire de travail et emploi, parce que je suppose que le but, c'est pas d'employer. Il y a une question d'intérêt dans le travail, parce que sinon, si c'est juste pour employer les gens,
on a eu ça in vivo, hein, de Berlin à Vladivostok. Pendant 40 ans, tout le monde a eu un travail. Donc, à partir de là, est-ce que c'est plutôt des marxistes ou des libéraux qui réfléchissent à ça? Est-ce qu'ils prennent en compte cette expérience de 40 ans quand même in vivo? Et comment créer assez d'emplois, qui ait assez d'intérêt pour tout le monde? Je ne sais pas, mais disons, je ne vous demande pas une réponse, je vous demande s'il y a des courants philosophiques plus portés sur cette notion du travail, pas tellement moi, comme disent les autres gens, c'est plutôt ça. Et oui, ça se passe. Qui fonctionne. Oui, et puis si les marxistes ont repris, parce que je suis toujours étonnée, on parle de ça, mais enfin moi, peut-être parce que par hasard, j'ai vécu 2 ans en URSS, mais je veux dire, on a oublié, les gens oublient vite maintenant l'histoire. Mais de 40 ans, de Berlin à Vladivostok, tout le monde a travaillé, hein, ça c'est vrai. Mais ils étaient plutôt employés. C'est-à-dire que là où il en fallait un, on en mettait 4. Mais il y avait quand même la notion d'aller au travail et recevoir le salaire à la sortie. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Je voudrais savoir si en Europe, ancienne Europe de l'Est, où des marxistes réfléchissent à ça. Travail pour tout le monde, mais comment? Lequel travail? Oui. Je n'ai pas vraiment comme ça d'informations très claires tout de suite à vous donner, mais je pourrais vous dire que justement le revenu universel propose d'éviter ce type de problème que vous mentionnez. Bon, on peut arriver, mais peut-être le prix à payer est trop élevé. En théorie, c'est superbe, mais dans la pratique, le prix même au niveau de la liberté des gens est trop élevé à payer. C'est ce qui s'est passé. Je veux dire, obliger les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas et qui ne les motivent pas. Voilà. Mais peut-être que quelqu'un d'autre voudrait proposer des références plus orientées vers un travail pour tous qui marche grâce à l'État. Je ne sais pas. Non, les travaux les plus pénibles, en principe, les salaires pourront augmenter puisqu'il y aura plus de personnes qui, grâce à un revenu universel, ne se sentiront pas dans le besoin de faire ces travaux si ce n'est pas suffisamment bien payé. Voilà, et c'est là où on revient sur comment financer. C'est ça le dilemme, le paradoxe du revenu universel. C'est que si on veut vraiment qu'il permette qu'il soit à la hauteur de ces plus hautes aspirations de vie épanouie, ben, le revenu doit être très élevé. Et comme c'est trop cher, ben, ça ne va pas se faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on donne un revenu bas. Et que s'il est bas, alors ces problèmes-là vont arriver, c'est-à-dire l'exploitation des plus vulnérables. Oui, exactement. Mais bon, il y a peut-être un moyen terme oui. entre les deux options. Alors ma question portait sur l'expérience territoire zéro chômeur. J'ai vu le film de Marie-Monique Robin qui parlait de cette expérience qui, enfin, dans les débuts en tout cas, semblait très positif, où les gens de longue durée, ah oui, c'est important de le dire, où l'idée était de dire tout l'argent donné par les aides sociales, on les donne d'office à une entreprise, enfin l'entreprise. Les gens qui veulent, qui adhèrent au projet ont leur contrat de travail au départ, à eux de trouver du travail en fonction de leur capacité, possibilité, disponibilité. Et des gens qui, après un accident, après un pépin de la vie, tout ça, ils se cherchaient du travail. Après, bon, il y avait la question travail qui ne prennent pas du travail. Comment ? Sans concurrence. Oui, sans concurrencer les autres métiers salariés. Oui. Alors, je suis quand même surprise quand vous disiez que les expériences ne donnaient rien. Celle-ci a quand même permis de redresser la vie, de redonner, de voir la tête, le discours de ces personnes-là. Je me suis dit, là, il y a eu un boulot de fait, quoi. Mais il faut bien comprendre que cette expérience-là est une matérialisation
de l'idée du travail pour tous et non pas du revenu universel. Ok. D'accord? C'était clair pour vous, ça? Parce que là... D'accord, c'est ça. En fait, là, c'est un excellent exemple qui vient répondre à vos préoccupations sur comment l'État peut garantir des emplois pour tous. Voilà, par ça. On ne sait pas, mais disons que ça marche bien. C'est bon, mais tout coûte. Tout ce qui est bon est cher. Non, je plaisante. Non, mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que l'idée d'un travail pour tous, c'est pas que l'État donne un travail à tous comme dans l'Union soviétique. C'est juste pour aider justement les 10-15% qui n'arrivent pas à travailler. Par rapport à l'argument qui a été donné tout à l'heure sur les tâches pénibles, l'argument que vous avez donné, c'était le fait que les tâches pénibles, on va faire en sorte qu'elles soient faites en augmentant les prix. Mais l'argument que vous n'avez pas donné, qu'on entend quand même souvent, c'est de dire en fait qu'une façon aussi de régler les tâches pénibles, parce que si le travail est vraiment très pénible, peut-être que ça ne suffira pas de le faire, ou alors ça sera tellement cher que ça sera. C'est d'avoir une rotation du travail obligatoire. Ça, c'est un des arguments que vous n'avez pas cité. Bon, sinon j'ai d'autres choses à dire, mais alors je le dis d'un coup, comme ça m'évitera de prendre plusieurs fois la parole. Sur l'autre élément, vous avez cité beaucoup d'expériences de revenus inconditionnels d'existence. Mais j'ai l'impression que la plupart souvent sur Internet, on entend dire « Ah bah tiens, dans tel pays, il y en a un, il y en a un, il y en a un ». Mais j'ai l'impression que souvent, le revenu est tellement bas qu'en fait, c'est une sorte de RSA. Parce qu'en France, c'est sous condition le RSA. Mais de fait, il y en a plein qui arrivent concrètement à s'arranger, à passer entre les gouttes et à faire que les travailleurs sociaux n'ont pas le temps de sans arrêt leur coller aux fesses. Puis du coup, c'est déjà une forme de revenu inconditionnel d'existence. Mais évidemment, il est très bas. C'est quand même une grande différence avec... le projet d'un revenu élevé. Okay, donc sur la première question, le partage du temps de travail, ça c'est ce que proposent les communistes dans mon pays. Je ne sais pas s'il y a encore des communistes en France, mais en Portugal, on a 12-13% quand même. Le Parti communiste est encore très fort. Et bien sûr, non, on ne va pas donner un revenu universel. On va faire un partage du temps de travail. On va réduire les heures de travail sans réduction du salaire. Enfin. Mais je sais que vous avez utilisé cette idée-là justement pour répondre à la difficulté de la pénibilité, même avec un revenu universel. Mais je voulais juste revenir sur l'idée que finalement le partage du travail est déjà défendu à chaque fois comme alternative au revenu universel. Alors que votre propre observation montre que finalement ça peut être aussi utilisé avec un système de revenu universel. Ce qui, encore une fois, montre que ce sont deux idéaux qui peuvent être tout à fait utilisés en même temps. Sur... oups, j'ai un trou. C'est... Ouais. Oui. Oui. Mais là, on peut, par exemple... Alors là, dans ce cas, on dit, bon, c'est des quantités minables, comme le RSA, donc on a l'alternative d'augmenter dans les expériences le revenu universel pour que ce soit vraiment des vies épanouies, on gagne très bien. Mais ça va coûter très cher si c'est réalisé dans la société parce que tout le monde va recevoir cet argent. Alors que dans une perspective de RSA, ça ne va pas coûter aussi cher, on va juste augmenter le RSA pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et du coup, je vois, là, je n'ai pas vraiment répondu à votre doute, mais non seulement ça, mais au fait, ils n'ont presque pas de coût parce qu'ils prennent des gens qui reçoivent déjà le RSA. En Finlande, c'est juste qu'une fois que ces gens trouvent un travail, ils continuent de recevoir le RSA, il devient un RU. Mais oui, c'est ça le problème. Un des problèmes de ces expériences pilotes, c'est de... Il y a plein de problèmes en fait, mais un des problèmes, c'est ça. Il faudrait qu'ils soient plus élevés, il faudrait qu'ils puissent inclure les gens qui travaillent déjà. C'est ça qu'il faudrait tester au fait. Évidemment que les gens qui ne travaillent pas, ils vont être super contents d'avoir le revenu universel, puissent trouver plus un petit salaire d'un mi-temps. Bien sûr, il ne faut pas être très intelligent pour. Mais que vont faire ceux qui ont déjà un bon travail? Est-ce qu'ils vont arrêter? Et ça, c'est plutôt, ça peut être bon comme moyen d'épanouissement, mais ça peut être inquiétant aussi pour l'économie. Mais en tout cas, oui, les expériences pilotes sont prises dans une sorte d'idéologie d'aide
pauvre, qui n'est pas à la hauteur de l'idéal émancipatoire du revenu universel. Je pense que c'était un peu ça votre doute. Mais c'est vrai. Ça coûte très cher aussi. Excusez-moi, j'espère que ma question n'est pas hors sujet, mais est-ce qu'il y a déjà eu des pistes de réflexion qui substitueraient aux moyens financiers des moyens structurels, comme mettre à disposition des appartements ou des transports gratuits ou ce genre de choses, plutôt que de réfléchir en termes financiers, réfléchir en termes de moyens? Oui, c'est ce que proposent les trotskistes au Portugal. C'est à chaque fois qu'il y a des débats. Non, c'est beaucoup mieux. Il y a un nom d'ailleurs pour ça. J'ai oublié maintenant. Service universel, un truc comme ça. Oui, c'est une alternative, mais disons que c'est quand même... ça va à l'encontre de l'idéologie émancipatoire de ceux qui défendent le revenu universel, que c'est vraiment que les gens doivent pouvoir décider s'ils veulent prendre des transports publics ou s'ils veulent aller travailler dans les champs sans transport public. Ils n'en ont pas besoin, ils veulent c'est avoir une ferme. Donc c'est un peu paternaliste comme option. Mais oui, ça existe. Moi, je me posais la question comment ces arguments-là ils s'articulent avec l'écologie, en fait, et dans une perspective. Donc, là, on est encore dans le paradigme de la croissance, mais comment. Je sais que le revenu universel aurait plutôt tendance à s'articuler avec la décroissance. J'ai l'impression. Comment ça s'articule, en fait Est-ce que vous avez réfléchi sur ça? En Europe, presque tous les partis écologistes défendent un revenu universel, mais de manière un peu contradictoire parce qu'au fait, ils défendent un revenu universel pour les gens qui pratiquent des activités écologiques, mais on peut très bien le faire de manière, par exemple, comment financer le revenu universel? Taxe carbone, certaines taxes qui vont précisément taxer les activités polluantes. Après, il y a une contradiction, c'est que si on a besoin de taxer les activités polluantes pour recevoir un revenu universel, alors plus on permet qu'il y ait d'activités polluantes. Donc, mais il y a beaucoup de recherches là-dessus et c'est pris au sérieux. Ma réponse est un peu caricaturale, mais c'est un peu le dilemme. Soit ils sont un petit peu paternalistes et à la fin de la journée, ils sont en train de proposer un revenu qui est orienté vers les activités écologiques, soit ils trouvent des moyens neutres qui ne sont pas paternalistes, mais qui vont ensuite dépendre faire dépendre le financement de universel d'activités polluantes. Donc, oui, c'est le lien entre revenu universel et aide sociale. Est-ce qu'il y a exclusivité l'un par rapport à l'autre? Est-ce que ça se complète? Comment on envisage? Presque tous les modèles, de gauche en tout cas, du revenu universel disent que toutes les aides sociales qui vont jusqu'au niveau du revenu universel seront transférées vers le revenu universel et celles qui dépassent continuent à être versées. Les défenseurs de droite ne défendent pas ça. Revenu universel et tout le monde se débrouille après. Par rapport aux enfants, est-ce que vous considérez que le fait d'avoir des enfants, de s'en occuper, ce travail, est-ce que ça rentrait dans les travaux non rémunérés dont vous parliez? Et est-ce que vous considéreriez ça comme une participation, une contribution, quelque chose à rendre à la société contre une rémunération? C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qu'il en est de finalement, actuellement, les enfants, c'est un peu comme les héritages, c'est une participation, c'est quelque chose, c'est plutôt un travail, alors qu'un héritage, c'est gratuit. La place de ce travail avec les enfants. Pas seulement l'éducation, mais le travail de tous les jours. Alors, les partisans du travail pour tous, bien sûr, vont inclure ce type de travail dans les activités qui doivent être rémunérées par l'État. Les partisans du revenu universel aussi. Après, il y a des problèmes. Par exemple, beaucoup de critiques féministes disent,
Si on rémunère ces activités, alors on va maintenir davantage les femmes au foyer. Ça peut être les hommes, voilà. Oui. En même temps, si on donne un revenu inconditionnel, et non pas un revenu conditionnel, participatif, que les partisans du travail pour tous défendent, on permet à l'individu, femme ou homme, de choisir si elle veut rentrer dans le marché du travail ou pas, ou rester à la maison, puisque elle reçoit de toute manière, cette personne, le revenu inconditionnel, quoi qu'elle fasse. Donc les réponses aux préoccupations féministes, réponses d'ailleurs formulées par d'autres féministes, vont dans ce sens-là, que le revenu universel va donner plus d'émancipation aux femmes qui, autrement, par le travail pour tous, seraient, elles, piégées à la maison. Donc le revenu universel me semble supérieur là-dessus. Les deux reconnaissent le travail. Des pères ou des mères qui vont trouver ça profondément ennuyeux et seront contents peut-être de recevoir un revenu universel pour sortir de la maison et payer ensuite quelqu'un d'autre. Ça crée ensuite une division de classe, parce qu'on veut payer une femme plus pauvre, étrangère, pour s'occuper de ses propres enfants. Donc aussi, certaines féministes de gauche reconnaissent que ça peut émanciper les femmes, mais en même temps au prix de l'exploitation d'autres femmes. Mais on est d'accord que les deux politiques permettent de reconnaître ces activités comme du travail et que c'est juste de le faire. C'est intéressant votre argumentation, mais vous êtes tellement nuancé que vous n'êtes pas convaincant en fait, parce que vous défendez autant l'autre argument qui est le partage du travail. Je trouve que vos arguments sont aussi efficaces pour le partage du travail que pour le revenu conditionnel d'existence. Mais c'est très bien, c'est preuve d'ouverture d'esprit, mais finalement à la fin, vous dites que vous êtes, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt pour le revenu universel, le revenu conditionnel d'existence, mais vos arguments ils sont 50-50, j'ai l'impression. Oui, on a besoin de nuances dans le débat, je pense. Et comme je suis en faveur de l'expérimentation, quand même à la fin, je peux gagner comme ça. On va essayer quand même. Allez, oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu injuste, mais essayons. C'est un peu mon état d'esprit. Mais oui. Heureusement qu'on est nuancé, non ? En plus, c'est pas un truc. Pardon ? Mon opinion, c'est que le revenu universel est injuste théoriquement et juste dans la pratique. Ça va ? C'est un peu tendu là-dedans, mais j'arrive à maintenir la tête froide. Oui, moi c'était par rapport au fondement. Au tout début, vous parliez des arguments qui fondaient les deux théories, et en fait, j'ai l'impression que vous avez fait une opposition un peu entre l'individu, donc le revenu individuel qui s'intéresserait plus à l'individu, et le travail pour tous qui s'intéresserait plus à la dimension sociale. Comment ? La dimension sociale de l'individu. C'est comme si on n'avait pas vraiment d'identité individuelle sans avoir une identité sociale. Mais alors du coup, en quoi, justement, si on part de l'individu et partant du principe que chaque être humain a une dimension sociale, est-ce que, en partant pas de l'individu, on arrive de toute façon à la société ? Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément antinomique. Parce que quelqu'un, justement, alors c'est vrai qu'on le voit, quelqu'un qui est au chômage, il va dire aussi que il va avoir un facteur psychologique, il va pas aller bien parce qu'il se sent pas inclus dans la société, donc naturellement, il va avoir une aspiration à faire société en fait, et donc du coup, alors soit du coup un moyen, le travail pour tous, c'est un moyen de lui permettre de réaliser cette aspiration-là, ou alors à l'inverse, on peut dire que si on prend un revenu de base pour tout le monde, il va avoir sur son temps libre, les gens vont pouvoir librement faire société aussi. Il y a des tas de manières de faire société. Et par exemple, je ne sais pas, passer du temps avec sa famille quand on en a la possibilité, c'est aussi faire société, même si ça ne rentre pas dans le cadre du travail. Donc c'est pour ça que... voilà. Mais c'est ma position. C'est finalement pour ça que je me dis que si on expérimente, si on réalise dans le monde le revenu universel, on va réaliser cette société-là de réciprocité de manière plus efficace que si on fait le travail pour tous obligatoire. C'est ça. Sauf que c'est incohérent. C'est pas théoriquement, c'est pauvre. C'est riche dans la pratique, mais théoriquement, c'est incohérent. Si vous arrivez à vivre avec ça, c'est bon.
Super, merci beaucoup. Merci, Roberto Meyer. c'est génial. Superbe. Merci.